Bonjour et bienvenue dans cette formation, dans cette vidéo qui va aborder votre plan marketing, qui va aborder les questions à se poser, les outils à utiliser lorsque l'on veut préparer de la meilleure façon qui soit son plan marketing, c'est-à-dire l'opérationnalisation de sa stratégie marketing. Donc réfléchir à comment augmenter votre visibilité, comment développer votre notoriété. On va pouvoir aborder comme ça des outils, on va pouvoir réfléchir ensemble à la structure qu'il faut pouvoir mettre en place à partir du moment où vous réfléchissez à votre lancement, mais bien évidemment par la suite de manière peut-être plus récurrente, mais s'assurer d'avoir un pack, je vais dire, une planification des outils qui sont à votre disposition. Alors, quand on parle de plan marketing, de booster sa visibilité à moindre coût, tout simplement parce que on le sait bien, en termes de ressources, un porteur de projet, un entrepreneur va avoir deux ressources principales, c'est du temps et de l'argent. Bien, forcément, on va devoir réfléchir à la meilleure utilisation de ces deux ressources, à une utilisation optimale. Alors bien évidemment, faire du marketing peut coûter de l'argent, va coûter d'une certaine manière de l'argent, mais en étant créatif, en réfléchissant à comment faire peut-être un petit peu différemment, nous allons pouvoir construire réellement un plan marketing qui soit optimal, pertinent dans le cas d'un lancement de projet. Alors, avant de parler de plan marketing, nous allons évidemment devoir parler de l'aspect stratégie marketing. Pourquoi ? Parce que la stratégie marketing, c'est tout simplement une démarche, une réflexion sur du plus long terme, c'est une vision, c'est qu'est-ce que je veux atteindre comme positionnement sur mon marché, qu'est-ce que je veux atteindre comme image de marque, comment est-ce que je me vois d'un point de vue place, d'un point de vue, encore une fois, image, d'un point de vue valeur ajoutée en termes de communication, comment est-ce que je me vois sur mon marché? Et c'est vraiment cette vision, est-ce que je veux être un acteur important localement? Est-ce que je veux développer une notoriété, une visibilité peut-être nationale, internationale? Eh bien tout cela évidemment doit être décidé avant de pouvoir travailler son plan marketing. Donc c'est pour ça que je vous disais, le plan marketing, c'est vraiment l'opérationnalisation d'une stratégie. Mais dans cette stratégie, alors évidemment, il y a beaucoup de choses que l'on peut intégrer, mais il y a deux éléments qui sont vraiment importants. Ce sont votre positionnement et votre différenciation, deux termes que j'ai utilisés juste avant. Mais donc, je vais juste reprendre un tout petit peu de temps sur ces deux éléments-là, parce que ceux-ci doivent être clairs, doivent être limpides, avant de pouvoir opérationnaliser ou réfléchir à des actions concrètes que vous allez pouvoir mettre en place pour votre marketing. Alors, la différenciation, c'est tout simplement la valeur que vous allez avoir par rapport à vos concurrents. Donc, quand on parle de différenciation, c'est évidemment toujours par rapport à un environnement concurrentiel. Et cet environnement concurrentiel, c'est à vous de le connaître. Cet environnement concurrentiel, vous allez l'analyser, vous allez identifier peut-être les forces, les faiblesses de vos concurrents, mais surtout ce en quoi vous allez être différent. Cette différenciation va vous permettre de mettre en avant un argumentaire de vente d'une certaine manière. Cette différenciation va également vous permettre de travailler sur le bénéfice à vendre à vos clients, sur un message en termes de communication. Donc, il y a vraiment une réflexion importante à avoir au niveau de cette différenciation. Et bien évidemment, là où les différenciations que vous allez identifier dans votre stratégie marketing doivent être validées par votre clientèle. Ça, c'est une base qui semble évidente, mais qu'on oublie parfois, c'est-à-dire que je peux identifier des valeurs qui me semblent incroyables, mais si mes clients ne sont pas d'accord avec moi, alors ça ne sert à rien. Donc vraiment, ces éléments de différenciation, c'est par rapport à mon environnement concurrentiel, mais validés, bien évidemment, par ma cible de clients. Parlant de cible de clients, je fais une petite parenthèse à ce niveau-là, c'est que bien évidemment dans ma stratégie, j'ai cette idée du ciblage. Qui vont être mes clients? Là vraiment, il y a tout un travail à faire, ce n'est pas l'objet de cette formation, de cette vidéo. Néanmoins, je vous invite à aller plus loin, à réfléchir en termes de ciblage sur base de critères. Quels sont les critères de segmentation que vous allez utiliser? Il en faut minimum 3, je vais dire, pour commencer à déterminer un segment, mais c'est aussi savoir qui va être votre cible primaire, quelles sont vos cibles secondaires, qui sont vos utilisateurs précoces. Toutes ces réflexions-là, toutes ces questions-là, vous devez déjà vous les être posées
Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire avant de poursuivre évidemment cette vidéo. Donc réfléchissez en termes de qui vous allez vouloir toucher, et une fois que ce sera bien clair dans votre esprit, alors vous pourrez vraiment réfléchir à cette différenciation qu'ils doivent valider, bien évidemment. Et l'autre aspect dont je vous parlais, c'est tout simplement cette idée de positionnement. Alors le positionnement, c'est une réflexion que vous devez avoir. Encore une fois, je me positionne sur un marché, et donc sur un marché composé entre autres de concurrents, mais je me positionne sur différents critères. Alors évidemment, l'élément le plus évident, et généralement on va parler de positionnement qualité-prix, mais c'est malheureusement insuffisant. Pourquoi? Parce que c'est un positionnement qui est peut-être un petit peu vu et revu, qui est peut-être même un peu dépassé. Je peux par contre me positionner sur des éléments tels que ancrage local, sélection de mes produits éco-responsables, aspect éco-responsable, impact sociétal, diversité de mon offre, type de mes clients. Bref, je peux vraiment travailler un positionnement très très large. Mais c'est à vous d'identifier tous les critères de positionnement que vous allez sélectionner et voir jusqu'où vous allez aller dans ce positionnement. Si cet aspect stratégique n'est pas encore tout à fait défini pour vous, je vous invite à aller découvrir la vidéo sur la stratégie, sur comment déterminer une stratégie lorsque l'on lance un projet, lorsque l'on réfléchit à son projet, et vous allez voir que en plus du ciblage, de la différenciation et du positionnement, il y a d'autres éléments auxquels il faut réfléchir. Mais je vous invite alors à d'abord voir cette vidéo et puis revenir dans cette formation sur le plan marketing à proprement parler. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir déterminer mon plan marketing, et donc ce découpage dans le temps de mes actions marketing, eh bien, je dois avoir ma stratégie. Et je dois même avoir peut-être phasé cette stratégie, réfléchi en termes de stratégie vision dont je vous parlais peut-être à plus long terme, mais découpé, tiens, étape par étape, comment vais-je atteindre cette stratégie ? Et pour chaque étape, définir un plan d'action, que ce soit à votre lancement, que ce soit pour des objectifs particuliers en termes de visibilité, de notoriété. On va revenir à ce type d'objectif un petit peu plus tard. Mais donc, c'est vraiment quelles sont toutes les actions, et actions dans le détail, c'est-à-dire pas simplement dire « oh bah tiens, j'aurai une visibilité ou une présence sur les réseaux sociaux ». Ce n'est pas suffisant, je vais devoir identifier les réseaux sociaux, déterminer un planning éditorial. Donc je dois vraiment aller assez loin, assez précisément dans le concret, dans cette opérationnalisation dont je vous parlais juste avant. Donc, le plan marketing, c'est vraiment ce découpage ou cette concrétisation de ma stratégie dans des actions concrètes. Évidemment, les actions de mon plan marketing vont devoir être cohérentes par rapport à ma stratégie. En termes de positionnement, en termes de contenu, puisque je vous le disais, la différenciation va faire partie des messages que je vais pouvoir utiliser, mais également en termes d'image de marque, d'image renvoyée, de place que je souhaite prendre, de positionnement par rapport à mes clients. Est-ce que je me positionne comme un apporteur de conseils, de valeur? Alors dans ce cas-là, évidemment, je vais devoir avoir des actions qui sont cohérentes par rapport à cela. Par exemple, en termes de contenu, où je vais surtout mettre en avant de la valeur, c'est-à-dire du bénéfice pour mes clients, ou en tout cas leur donner un contenu, une information qui les intéresse, des outils par exemple ou des conseils, plus que de la vente pure et dure. Et entendons-nous bien, la vente est nécessaire et fait partie de la communication et du marketing aujourd'hui. Néanmoins, ne faire que de la vente, être dans cette position de pousser, d'être agressif commercialement, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, surtout lorsque nous sommes de petits entrepreneurs, en tout cas des entrepreneurs à taille humaine, je vais utiliser ce terme-là. Eh bien, c'est cette taille et ce positionnement qui fait qu'on doit apporter quelque chose de vraiment fort à nos clients, entre autres, par exemple, pour les fidéliser, mais j'y reviendrai. L'aspect temporel de votre plan marketing, eh bien, généralement, on réfléchit à un plan marketing sur une durée, c'est-à-dire, par exemple, sur une année, sur l'année, tiens, quelles sont toutes les actions que je vais pouvoir mettre en place et je vais les planifier. Dans le cas d'un entrepreneur, d'un futur entrepreneur, d'un porteur de projet, bien évidemment, j'ai deux grandes phases, à savoir le lancement et puis cette idée de récurrence annuelle, peut-être semestrielle, peu importe, la manière dont vous allez planifier et peut-être la saisonnalité de votre activité. Mais dans ce cas-ci, j'ai donc un gros bloc de communication, j'ai un besoin d'énergie, d'investissement d'un point de vue marketing au lancement, donc au démarrage, je vais vraiment devoir travailler, je vais devoir
investir du temps et ou de l'argent pour vraiment avoir un pic marketing, un pic d'action marketing, un pic de visibilité. Et puis, une fois que j'aurai cela, je vais stabiliser avec des actions qui sont récurrentes. Si je ne fais pas cette action de récurrence derrière, de stabilisation, le plus gros risque, c'est que je vais avoir une croissance de mon marketing, de ma visibilité, et donc de mes clients. Mais si je n'ai pas d'autres actions pour soutenir finalement cet apport de clients et cette fidélisation des clients, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais perdre ces clients. Le temps que je m'en rende compte, il sera trop tard, et donc je vais fonctionner par pic, ce qui va nécessiter une énergie, un investissement disproportionné, alors que si j'investis beaucoup au début et puis que je stabilise, l'apport, l'investissement va se faire plus naturellement, plus simplement, plus lissé dans le temps, et me permettre de rassembler mes clients ou d'attirer mes clients au fur et à mesure. Donc ça me permet de gérer, encore une fois, de manière optimale, les ressources qui sont à ma disposition et aussi les différents canaux, différents outils que je vais avoir, dont on parlera juste après. Alors, ce plan marketing, je vais devoir définir des objectifs. Il n'y a pas de plan s'il n'y a pas d'objectif. Pourquoi? Parce que sans objectif, je ne sais pas si j'ai atteint l'objectif, en tout cas le bout le résultat souhaité par rapport à mon action ou à mes actions. Et donc, on va réfléchir, alors les objectifs SMART, bien évidemment, tout le monde les connaît, mais on va surtout réfléchir en termes d'objectifs relativement précis. Pourquoi? Parce que, et là je suis vraiment dans le concret, je vais dire, du plan marketing. Dans mon plan marketing, je vais avoir cet aspect objectifs souhaités et puis je mesurerai les résultats, mais c'est surtout ces objectifs vont me permettre de définir j'invente un communiqué de presse, je souhaite X articles, si je n'ai pas ces articles ou si j'en ai plus, eh bien qu'est-ce que je vais faire de cette action? Est-ce que je la recommence, est-ce que je la corrige ou est-ce que je l'annule? Donc dans un plan marketing, vous allez avoir les objectifs souhaités, relativement précis pour pouvoir voir s'ils sont atteints, et puis je vais enregistrer, une fois l'action réalisée, les résultats que j'aurai obtenus, et je vais déterminer les mesures de correction que je vais pouvoir appliquer à mes différentes actions. Mesures de correction qui sont soit j'adapte, soit je continue, soit je supprime l'action de mon planning. Alors, si vous avez besoin d'un outil, d'un plan plus détaillé, n'hésitez pas évidemment à m'envoyer un email, à me contacter. Vous aurez mes coordonnées à la fin de cette vidéo. Envoyez-moi, contactez-moi en me demandant simplement, en me disant que vous avez suivi cette vidéo et en me demandant pour recevoir ce tableau, ce plan. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir travailler chez vous, intégrer les différents types d'actions que nous allons voir ensuite et surtout identifier les objectifs, mesurer ces objectifs, voir vos résultats et adapter si nécessaire. Au-delà de ça, il y a évidemment des objectifs qui sont beaucoup plus généralistes. Et donc ces objectifs qui sont plus généralistes, eh bien ça va être par exemple de la visibilité, dire que l'on existe. Cela va être un aspect de prospection, je vais aller attirer des clients potentiels. Un aspect de fidélisation, puisque la fidélisation bien évidemment rentre parfaitement dans un objectif marketing, et puis il y a tout un aspect de personal branding que je vais expliquer dans un instant. Donc si je reprends un peu ces grands objectifs, ces grandes catégories, dire que l'on existe, je souhaite de la visibilité, tout le monde doit savoir que mon commerce, que mon entreprise a démarré son activité. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a un aspect de non-ciblage dans ce cas-ci. Je vais toucher un maximum de monde avec des actions peut-être plus massives, et ou plus ciblé, parce que je peux évidemment cumuler les deux, pour m'assurer simplement que les gens entendent parler de moi en disant « Bonjour, je suis là, mon entreprise existe, mon commerce est là, a ouvert, mon site internet, venez découvrir ce que j'ai à vous offrir. » Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est de la prospection, c'est-à-dire convaincre des clients. Le but, évidemment, est de vendre. Je veux dire, là, c'est le cœur de n'importe quelle activité commerciale. C'est la vente, mais pour ça, je vais devoir transformer des prospects, des clients potentiels, en clients. Et comment est-ce que je vais attirer cette cible précise? Eh bien, je vais faire un travail de prospection qui peut se faire évidemment de manière large, en utilisant des événements par exemple, ou en utilisant des techniques plutôt proches de la vente, comme du réseautage, comme aller à la rencontre des gens, comme des techniques de mailing et autres, bien évidemment, outils de communication pour toucher mes clients. Alors là, évidemment, en fonction d'un ciblage particulier B2C ou entreprise B2B, les outils que je vais utiliser, les canaux que je vais utiliser, de toute façon, vont bien évidemment être différents. Je vous le disais,
La fidélisation fait partie du marketing, des objectifs marketing que l'on va avoir. Alors, en quoi est-ce que la fidélisation est intéressante? Eh bien parce que, vous le savez certainement, un client qui est fidélisé va être plus rentable à moyen et à long terme qu'un client que je vais devoir attirer, un prospect que je vais devoir attirer dans mon commerce, dans mon entreprise. Néanmoins, il existe des activités pour lesquelles la fidélisation est compliquée. Pourquoi? Parce que ce sont des activités qui, par définition, par leur nature, quelque part, ne peuvent être réalisées qu'une fois. C'est-à-dire que le client ne viendra consommer qu'une fois ce type de service ou de produit. En tout cas, une fois sur des très très longues périodes. Eh bien, on peut considérer que les leviers que l'on va utiliser pour la fidélisation sont les mêmes pour le bouche à oreille. C'est vrai que le bouche à oreille est un canal, finalement, un outil marketing que l'on me cite souvent. On me dit toujours « Ah, le bouche à oreille, c'est quand même comme ça que je vais faire connaître mon entreprise ». C'est vrai, et c'est vrai qu'il faut pouvoir l'intégrer dans ma stratégie. Néanmoins, le bouche à oreille, cela ne s'attend pas. Je ne dois pas être réactif pour du bouche à oreille, je vais devoir être proactif. Et pour pouvoir proactivement pousser ou encourager mes clients à parler de moi, à devenir des ambassadeurs, eh bien, je vous le disais, les leviers sur lesquels on va jouer, cet effet wow, sur l'expérience client, sur le petit plus auquel on ne s'attend pas, eh bien, tous ces éléments vont permettre de fidéliser et d'enclencher du bouche-à-oreille. Et bien évidemment, si j'ai des clients fidèles, parce que mon activité me permet de fidéliser ma clientèle, ceux-ci peuvent également devenir des ambassadeurs, et donc et la fidélisation et le bouche-à-oreille seront intégrés dans votre planning, dans votre plan d'action marketing tel que vous pouvez les imaginer. La dernière chose, c'est le personal branding. Le personal branding, c'est vraiment cette image de marque personnelle. On parle de branding lorsque l'on définit une image de marque pour un produit, pour un service, pour une entreprise. On parle de personal branding lorsqu'il s'agit de se mettre en avant, de se vendre, même si le terme n'est pas tout à fait correct, mais en tout cas de développer sa notoriété, sa crédibilité personnelle. Alors, le personal branding, c'est un sujet, je vais dire, à part entière, et c'est vrai que développer une image d'expert, une image d'expertise, je vous le disais, une certaine forme de crédibilité, en participant à des conférences, en animant des conférences bien évidemment, en participant à peut-être des concours dans certains secteurs d'activité, on va gagner en crédibilité, on va asseoir sa notoriété, eh bien ce sont des éléments qui sont importants parce que l'on consomme. En tant que client, en tant que consommateur, nous allons consommer la notoriété parfois d'un entrepreneur ou d'un commerçant. Je pense typiquement au secteur de l'Horeca, eh bien nous allons dans certains restaurants parce que c'est tel chef qui va être en cuisine. On le voit, ça se développe de plus en plus, mais les restaurateurs ne sont pas les seuls évidemment à bénéficier de ce personal branding. Dans l'aspect travail avec les entreprises, donc je vous le disais B2B, eh bien on va avoir cette espèce de crédibilité, de notoriété également. Donc tout ça doit se travailler. Il y a beaucoup de choses qui se disent à ce sujet-là. Certains vont vous encourager à écrire des livres carrément pour gagner en notoriété. On peut, néanmoins, il y a d'autres outils qui permettent de le faire, peut-être plus rapidement, ou en tout cas de manière plus simple, plus aisée. Mais pour tout cet aspect personal branding, même si je vais reprendre certains exemples tout au long de cette vidéo, je vous invite à aller découvrir donc d'autres vidéos sur la managementacademy.tv par exemple, où vous allez trouver des vidéos qui parlent de personal branding, donc des capsules qui sont dédiées au personal branding et qui vont permettre d'aller plus loin dans ce secteur. Mais considérez que si vous êtes principalement dans du service, si votre personnalité, si votre personne compte, importe à vos clients, c'est-à-dire que le fait que ce soit vous qui proposiez ce service à vos clients, c'est ça qui va les convaincre, alors considérez que vous allez devoir travailler sur cet aspect de personal branding, et donc je vous invite vraiment à aller découvrir tous ces aspects-là. Le plan marketing, je vous le disais, et vous pouvez toujours me contacter pour recevoir ce canevas, mais je vous invite déjà, en regardant cette vidéo, peut-être à dresser un tableau sur une feuille blanche devant vous, avec qui sont vos cibles, quels sont les messages que vous allez faire passer, et puis tous les canaux que vous allez pouvoir utiliser. Ces canaux, nous allons les voir les uns après les autres, et vous allez pouvoir vous baser sur cette table des matières que nous allons aborder pour vous compléter ce tableau, mais n'hésitez pas à déjà le faire maintenant. Je vous le disais, donc nous allons définir
tous les canaux que l'on peut imaginer. Alors des canaux, il y en a évidemment beaucoup. J'ai décidé, par facilité, de les regrouper en 4 grandes catégories que nous allons parcourir ensemble et que je vais détailler évidemment au fur et à mesure. Et ces quatre grandes catégories, c'est la presse dans son ensemble. Alors on peut parler de presse écrite, bien évidemment, de presse audiovisuelle, radio, etc., etc. Donc il y a cette présence dans la presse qui va être nécessaire, qui peut être nécessaire pour rencontrer certains des objectifs dont je parlais juste avant, en termes de visibilité par exemple, mais peut-être aussi de personal branding. Donc la presse est un acteur qui va avoir toute son importance. Donc ça c'est une première catégorie. La deuxième catégorie va toucher tout ce qui est digital, bien évidemment. Il est impossible aujourd'hui de communiquer sans passer par le digital, que ce soit site internet, référencement, réseaux sociaux. Donc il y a tout un aspect de marketing digital qui, en soi, le marketing digital est un sujet à proprement parler. Ici, je vais vraiment en balayer la surface de manière très très légère. Si vous voulez aller beaucoup plus loin dans les thématiques, je vous invite évidemment à le faire, à creuser, à contacter des experts pour aller encore plus loin dans cet aspect-là. Mais ici, considérez que vous aurez une base de travail, en tout cas une base de réflexion à la suite de cette vidéo. La troisième chose serait tout ce qui est visuel. Bien évidemment, malgré qu'il y ait cette présence du marketing digital, bien, nous avons encore besoin d'avoir peut-être des supports existants pour se faire connaître. Alors, on a les classiques cartes de visite, bien évidemment, flyers peut-être, lettrage d'un véhicule, vitrine à recouvrir dans le cas d'un commerce, ou encore, qu'est-ce que l'on peut avoir, des objets publicitaires. Tout ça rentre un petit peu dans ce package, dans ce packaging, dans cette catégorie visuelle, offline d'une certaine manière, hein, donc tout ce qui n'est pas digital justement. Mais je reprendrai ces grandes catégories et on verra comment utiliser certains outils. Ce à quoi il faut faire attention, c'est un peu les bonnes pratiques à avoir ou les bonnes questions à se poser avant d'aller plus loin dans ce type d'action marketing. Mais bien évidemment, pour la réalisation, faites-vous accompagner par des professionnels qui vont vous aider en termes de design, en termes d'impression, en termes peut-être même de réflexion quant à la distribution de ces différents supports. Et la dernière catégorie, puisque je ne l'oublie pas, et cette dernière catégorie a une réelle importance d'un point de vue communication, c'est l'aspect événementiel. Alors l'événementiel, ça regroupe beaucoup de choses, mais cet événementiel, je vais le redécouper en 3 axes, à savoir les événements existants auxquels vous pouvez participer pour vous faire connaître, que ce soit des foires, des salons, la journée de l'artisan, la journée des fermes ouvertes, la journée de l'entreprise, enfin bref, il existe énormément d'actions auxquelles vous allez pouvoir participer pour justement obtenir cette visibilité ou peut-être avoir une certaine prospection, voire même, et nous y réfléchirons ensemble, travailler l'aspect image de marque personnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ce sont de nouveau des événements auxquels vous pouvez participer, mais c'est tout ce qu'on va appeler networking, le réseautage, donc comment faire pour aller échanger des cartes de visite. Typiquement, ce type d'événement, je vais dire, ou ce type d'action est réservé, même si le terme est mal choisi, mais correspond plutôt à une activité en B2B, c'est-à-dire orientée vers les entreprises. Et la dernière catégorie, bien, vous-même pouvez organiser un événement pour vous faire connaître. Alors, organiser un événement, évidemment, c'est un métier à proprement parler. Néanmoins, on peut avoir des petites choses, ne fût-ce que des portes ouvertes. On peut imaginer des lancements de collections. Si vous avez un magasin dans le prêt-à-porter ou dans le textile, par exemple, avoir des défilés internes au magasin, ce sont des petites choses qui sont relativement aisées à mettre en place, sur lesquelles, évidemment, il faut pouvoir communiquer pour attirer du monde, mais enfin, je peux appliquer les autres techniques, je vais dire marketing, à ces événements. Donc c'est du marketing pour du marketing si vous le voulez. Mais organiser des événements, je vous le dis, peut démarrer sur des choses simples. Je peux évidemment aller sur des événements beaucoup plus importants, peut-être plus complexes également organisés, peut-être nécessitant plus de moyens. Voilà, c'est à vous de voir en fonction de votre stratégie, du positionnement que vous avez pris, de vos compétences et des ressources que vous souhaitez consacrer
à ce type d'action que vous pourrez décider vers quel type d'événement aller. Néanmoins, je suis vraiment, moi, un grand défenseur du marketing par l'événement. Et pour cela aussi, n'hésitez pas à me contacter ou à regarder un peu plus loin dans les autres vidéos. Vous allez découvrir des vidéos qui ne parlent que de cet aspect événementiel. Néanmoins, encore une fois, je vais balayer les grandes pistes, je vais susciter la réflexion avec vous à travers cette vidéo. Et je reste évidemment à votre disposition par la suite. Donc, on va reprendre ces 4 catégories une à une et on va voir comment est-ce que vous pouvez l'appliquer, en quoi est-ce que c'est pertinent, intéressant par rapport à votre secteur d'activité. La première, je vous le disais, c'est la presse. Communiquer avec la presse. Alors, cette presse, elle est évidemment locale, elle est nationale, elle est spécialisée, elle est presse écrite, presse radio, presse télé, voire même des nouveaux formats où ce ne sont pas spécialement des journalistes, mais peut-être un aspect plutôt blog et autres, mais que je vais intégrer dans cette approche de communication avec la presse. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir rédiger, envoyer un document, un communiqué vis-à-vis de ces journalistes. Alors, avant de parler vraiment de ce communiqué, pourquoi est-il intéressant de s'adresser à la presse pour gagner en visibilité? Tout simplement parce que la presse est demandeuse de pouvoir créer du contenu rédactionnel à propos d'entrepreneurs, à propos d'initiatives entrepreneuriales plus ou moins originales. En effet, le critère de l'originalité ou de l'innovation n'est pas nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette visibilité. Si je m'adresse à la presse locale, par exemple, le simple fait d'être actif dans une commune, dans une région, me permettra de bénéficier de cette visibilité. Bien évidemment, si j'ai une activité, une approche peut-être plus large d'un point de vue géographique et ou avec une originalité, une innovation, une valeur différente que j'offre à mes clients, par exemple, eh bien là, je vais pouvoir toucher une presse un petit peu différente et peut-être plus large, presse nationale, par exemple. Enfin, la presse spécialisée. La presse spécialisée, nous sommes plutôt dans une approche de conseil, de chronique peut-être, c'est-à-dire proposer à certains titres, certains sites, de partager vos connaissances, partager votre savoir avec leur lectorat, qui doit être bien évidemment suffisamment ciblé pour vous. Alors si c'est un objectif de visibilité, de crédibilité, voire de prospection, alors il faut que ce lectorat soit ma cible et donc je vais viser des titres qui s'adressent spécifiquement à un lectorat plutôt qu'à une thématique. Par contre, si mon objectif est de gagner tout simplement en notoriété et en crédibilité, alors je peux m'adresser à des titres qui abordent mes sujets de prédilection, mes sujets de compétence et partager mon savoir avec leur lectorat. Mais là, c'est tout simplement pour être certifié, pour être crédibilisé par cette démarche-là, c'est-à-dire je suis publié dans un magazine, sur un site, c'est que bien évidemment, mon apport est validé, valorisé par mes pairs ou par des experts, d'autres experts en tout cas, dans le domaine. Alors, comment m'adresser à cette presse locale, peut-être plus nationale ou spécialisée? Eh bien, c'est grâce à un communiqué de presse, un dossier de presse que je vais pouvoir envoyer aux différentes rédactions, aux différents journalistes. Avant d'aller beaucoup plus loin dans cette réflexion autour du communiqué de presse ou du dossier de presse, réfléchissez au message que vous allez pouvoir faire passer, à ce que vous allez pouvoir mettre en avant. Pourquoi? Parce qu'un communiqué de presse, un dossier de presse, ce n'est pas une annonce publicitaire. C'est une mise en avant de votre histoire, de vous peut-être. L'humain intéresse profondément le lecteur et donc le journaliste. Votre histoire sur cette aventure entrepreneuriale qu'est la vôtre, votre parcours peut-être, et surtout ce que vous allez proposer. Ça, vous devez mettre en avant votre activité, c'est une certitude. Néanmoins, en travaillant de cette manière-là, vous allez sans doute pouvoir convaincre des titres de presse, des journaux, des journalistes de découvrir ce que vous avez à proposer. Soyez bien attentifs qu'il y a différentes approches, je vous le disais. Si je prends des titres de presse, des titres locaux, en tout cas de presse locale, je vais mettre en avant vraiment cette idée d'ancrage local. Mais que ce soit pour des toutes boîtes distribuées gratuitement, que ce soit pour les pages locales de certains grands quotidiens, que ce soit peut-être le bulletin communal, que sais-je, mais cette mise en avant va vous permettre une visibilité locale.
On peut aussi réfléchir à, par exemple, si j'ai l'occasion de me mettre en avant à la radio, si j'ai cette capacité à m'exprimer clairement par rapport à présenter clairement, de manière peut-être un peu, pas dire humoristique, mais détendue mon activité, il y a évidemment des radios qui sont ravis d'accueillir des entrepreneurs tous les jours pour pouvoir les mettre en avant, que ce soit via des émissions qui leur sont dédiées, des occasions de se présenter en quelques minutes et peut-être d'être mis en avant pendant l'heure qui suit. Mais je vous invite à écouter vos radios préférées, à écouter les radios écoutées par vos clients potentiels et de cette manière-là, identifier quelles sont dans leur agenda, quelles sont les émissions, quels sont les journalistes qui sont les plus à même d'être intéressés par ce que vous leur proposez. Pour la télévision, c'est évidemment la même chose et je vais déjà commencer à récolter finalement ces coordonnées. Sachez que les coordonnées de journalistes sont relativement aisément disponibles sur les sites internet des différents titres, par exemple, mais vous pouvez aussi contacter directement les rédactions en leur demandant vers qui vous pouvez vous tourner. Les rédacteurs, évidemment, sont disposés à vous transmettre les coordonnées de leurs journalistes, puisque cela leur permet, encore une fois, d'amener du contenu dans leurs médias. Et c'est c'est leur core business, c'est le partage de ce contenu justement. Donc, commencez déjà peut-être à rassembler, à identifier, à rassembler les coordonnées des journalistes, des médias qui sont intéressants pour votre visibilité ou pour votre prospection ou pour votre image de marque. Rassemblez toutes ces coordonnées et gardez-les pour votre lancement. Et au moment de votre lancement, vous allez pouvoir les toucher via votre dossier de presse, via votre communiqué de presse. Donc, identifiez les journalistes, réfléchissez aux messages que vous allez pouvoir faire passer, et puis vous n'aurez plus qu'à, entre guillemets, les contacter, vous connecter avec ces journalistes pour les informer, leur envoyer, leur fournir ce contenu que vous imaginez. Sur cet aspect de communication avec la presse, il y a bien d'autres choses. Si vous pouvez vous faire accompagner, encore une fois, par des professionnels, néanmoins, je pense que vous pouvez aisément trouver sur Internet des bonnes pratiques en termes de rédaction de communiqués de presse ou de dossiers de presse, par exemple, à savoir de donner accès à des photos sans toutefois alourdir le courriel que vous envoyez à votre base de données, à vos journalistes. Donc, voilà, il y a des petites choses auxquelles il faut être attentif. Découvrez-les, je vous laisse faire, comme ça vous donne un petit peu de travail également, mais vous allez voir qu'il y a comme ça des étapes à suivre. Une fois que vous avez identifié ces journalistes, le contenu, vous leur envoyez et vous allez pouvoir bénéficier de cette visibilité dans la presse. Alors, n'oubliez pas vraiment la presse locale, que ce soit vraiment la presse écrite dont je parlais juste avant, mais même des radios locales ou des télés locales. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, leur communication évolue tellement qu'il y a un écho qui est fait, une diffusion qui est faite non seulement par leurs canaux classiques, mais également un relais sur le digital qui est intéressant pour vous, parce que vous allez toucher un grand nombre de personnes, d'où cette approche de visibilité dont je vous parlais juste avant. Bien évidemment, dans la presse, on va aussi avoir tout ce qui est publicité dans la presse. Alors, tout ce qui va être encart publicitaire dans la presse, c'est évidemment à réfléchir en termes de rentabilité sur l'investissement. Cela a un coût de prendre un encart publicitaire. Réfléchissez toujours, parce que vous allez évidemment avoir des propositions, réfléchissez toujours quelque part combien de clients cela doit-il m'amener pour que je puisse rentabiliser cet investissement. Et vous allez vite voir si c'est réaliste ou si ça ne l'est pas du tout, en sachant qu'un encart dans un toute boîte, par exemple, en fonction de vos secteurs d'activité, peut vous ramener 0 client, bien évidemment, ou quelques-uns, mais à vous de réfléchir, est-ce que c'est bien mon lectorat? Est-ce que c'est bien ma cible? Est-ce que le lectorat est bien ma cible? Est-ce que ma cible, lorsqu'il découvre ce type de presse, a l'esprit suffisamment ouvert que pour capter le message que je veux leur faire passer. Mais donc réfléchissez toujours le coût par rapport au nombre de clients que cela devrait m'amener et vous verrez si c'est intéressant de prendre le risque ou si vraiment il vaut mieux vous concentrer, vous contenter du contenu rédactionnel qui est extrêmement efficace, j'insiste là-dessus, plutôt que sur l'encart publicitaire tel que l'on peut l'avoir. Ça, c'est la presse dans son ensemble. Je vous le disais, la presse n'est jamais que le premier
la première catégorie d'outils, de canaux que vous allez pouvoir utiliser. Et donc, commencez déjà, je vous le disais, à rédiger ce plan d'action. Réfléchissez aux différentes cibles que vous avez identifiées. Tiens, pour ces cibles, quels seraient les titres de presse qui seraient intéressants que moi, j'aille contacter ou dans lesquels je souhaiterais avoir une visibilité. En identifiant ceci, vous voyez que vous pouvez déjà commencer à déterminer les objectifs précis que vous allez avoir, puisqu'on va lister un certain nombre de titres de presse, c'est-à-dire que je vais souhaiter être présent dans X titres de presse, c'est-à-dire avoir X articles, et évidemment avec une durée, puisque si dans, je vais dire, les 10 jours qui suivent, ou les jours qui suivent en tout cas, l'envoi de mon dossier de presse, je n'ai pas de retour, il est probable que je n'en aurai tout simplement pas. Donc je peux me mettre une espèce de date limite au bout de quelques jours en disant tiens, je fais le point, ai-je mes articles ou ne les ai-je pas? Si je ne les ai pas, est-ce que j'ai mal travaillé mon communiqué de presse? Dois-je le retravailler? Dois-je le renvoyer? Ou est-ce que tout simplement les journalistes ne sont pas intéressés, donc je ne pourrai pas avoir cette visibilité? Donc réfléchissez peut-être de cette manière-là, commencez déjà maintenant à lister toutes les approches que vous pourriez avoir. La communication digitale, je vous le disais, prend une place énorme dans un plan marketing et donc à vous de réfléchir, tiens, quels sont les canaux que je vais vouloir utiliser, que je vais vouloir investir avec mon image pour toucher mes clients. Alors, vous le voyez que nous avons aussi bien des réseaux sociaux que le site internet et peut-être même encore d'autres choses. On va peut-être reprendre, alors je ne vais pas dire dans l'ordre, mais les grandes tendances, les grandes lignes auxquelles vous devez être attentif lorsque vous réfléchissez à votre digital. Et comme ça, vous pourrez creuser, peut-être aller plus loin en fonction de ces différents points sur votre planning, sur vos actions, en tout cas sur celles que vous souhaiteriez mettre en place. Alors, tout d'abord, il y a cet aspect du site internet. Alors, avoir ou non un site internet, c'est un vaste débat. Faire appel à un professionnel ou le faire soi-même en est un deuxième. Alors là, évidemment, ce n'est que mon avis que je vous partage, mais je reste convaincu qu'un site internet est nécessaire aujourd'hui parce que tout simplement, nous avons besoin d'une multiple présence digitale. Le site internet est une de ces présences qui permet un référencement intéressant dans les moteurs de recherche et principalement évidemment Google que nous utilisons à peu près tous. Et donc, il est intéressant d'avoir cette visibilité. Donc, c'est-à-dire que ce référencement, c'est je vais être plus visible, je vais apparaître au mieux dans les résultats. Évidemment, les réseaux sociaux apparaissent également, mais le site internet reste quand même une plateforme qui permet d'être complémentaire à ce que je vais pouvoir partager sur les réseaux sociaux. Un site internet, je peux l'avoir très très simple, un site vitrine qui va reprendre certaines informations quant à mes services, quant à mes produits, quant à mon listing de revendeurs par exemple, une cartographie des points de vente que dont je peux bénéficier. Cela peut être évidemment mes coordonnées pour qu'on puisse me contacter. Cela peut être un portfolio de mes réalisations. Cela pourrait être un outil de prise de rendez-vous si je suis dans des professions type soins par exemple, type bien-être où je suis calfeutré, bloqué avec mon client dont je m'occupe et je n'ai pas envie d'être dérangé par des prises de rendez-vous téléphoniques perpétuelles, eh bien mon site internet peut évidemment servir de relais à ce niveau-là. Je peux évidemment y avoir un blog. Dans ce cas-là, évidemment, je dois avoir un contenu régulier que j'y partage. Donc ce blog, c'est vraiment des articles, du partage d'informations, d'actualités, suffisamment régulière avec les visiteurs de passage sur mon site. Je peux évidemment avoir de l'e-commerce, évidemment, au plus je vais vouloir de choses sur mon site, au plus celui-ci va être complexe et va nécessiter une intervention, en tout cas externe probable, et un coût, bien évidemment, qui va être lié. Mais réfléchissez vraiment à ce que vous voulez mettre sur votre site internet et c'est pour ça qu'on parle de stratégie et de plan d'action, c'est à quoi vous sert le site. Est-ce que c'est juste être présent? Est-ce que c'est de la vente? Est-ce que c'est du contact, de l'interaction? À vous de voir l'objectif que vous donnez à votre site internet pour pouvoir en définir un cahier des charges et l'envoyer à différents experts qui pourront ainsi vous aider et travailler avec vous.
Dans cet aspect site internet, là je parle de contenu, de structure de site, il y a bien évidemment la possibilité, je vous le disais, de le faire vous-même, mais attention à tout l'aspect référencement, à l'aspect esthétique. Donc, le site internet est votre vitrine digitale, donc évidemment vous devez chouchouter votre site internet autant que vous pouvez chouchouter votre vitrine physique ou la devanture de votre entreprise, ou votre logo, etc. L'autre aspect, évidemment, c'est tout ce qui va être référencement peut-être payant, puisqu'avec votre site internet, vous allez être capable de faire de la publicité en ligne. Alors pour cela, vraiment, découvrez les outils qui existent dans les moteurs de recherche directement. Et bien évidemment, travaillez avec la personne, demandez peut-être conseil à la personne qui vous aura aidé à faire votre site internet sur l'aspect référencement, sur l'aspect référencement payant, achat de mots-clés par exemple, qu'il puisse vous aider à définir une campagne. Alors tout cela, évidemment, génère des coûts, mais c'est un investissement que je vais avoir en fonction de mes objectifs. Si mon site est juste un site vitrine qui est là pour avoir une présence en ligne, je ne vais probablement pas investir dans de la publicité dans les moteurs de recherche, par exemple. C'est en fonction de mes objectifs. Si j'ai un e-commerce, par contre, là, je vais investir beaucoup plus, puisque c'est un peu comme si si j'investissais dans ma vitrine, dans ma boutique, dans l'éclairage, dans l'enseigne, etc. C'est un petit peu la même approche. C'est pour attirer les clients jusqu'à moi, leur rappeler que je suis là, ou en tout cas leur faire découvrir que je suis là. Donc le site internet, ça évidemment c'est une première chose. Au démarrage, si vous n'avez pas la possibilité peut-être d'investir dans un site internet complet, réfléchissez aux alternatives qui s'offrent à vous, le faire vous-même. Il y a des plateformes qui permettent de le faire assez aisément, je vais juste en citer une juste après. Mais si c'est de l'e-commerce, il y a des plateformes, des marketplaces qui vous permettent également de vendre, d'avoir déjà une présence en ligne. Pour vous tester peut-être, alors évidemment avec des commissions qui sont à payer, néanmoins cela vous permet à moindre coût peut-être, ou en tout cas à moindre investissement, d'être présent et de bénéficier d'une certaine visibilité préalable et donc de gagner en notoriété. Une fois que vous vous sentirez suffisamment installé et peut-être libre de changer de canal de vente, eh bien votre propre e-commerce par exemple pourrait être une possibilité. Je vous le disais, je vais parler d'une de ces plateformes juste maintenant. Je passe finalement les réseaux sociaux puisque je vais lister Facebook derrière moi, mais c'est vraiment Google My Business qui est une plateforme qui permet pour votre entreprise d'avoir une fiche dans les résultats Google qui soit attractive, surtout lorsque on travaille entre autres sur les recherches smartphone, puisque je vais pouvoir appeler, avoir l'itinéraire directement, voir un lien vers le site internet de l'entreprise, du commerçant. Alors Google My Business est un outil gratuit qui vous permet d'être mis en avant dans les résultats de recherche du moteur Google bien évidemment, mais ils ont aussi l'offre de création d'un site internet par vos soins bien évidemment, mais ce gratuitement. Donc vous pouvez bénéficier via Google My Business d'une création de site internet. Néanmoins, j'insiste là-dessus, des professionnels qui créent votre site internet l'optimisent en termes de résultats, en termes de design, d'esthétique et quelque part de différenciation, puisque lorsque l'on utilise les outils gratuits, bien souvent, notre site internet ressemble à beaucoup d'autres sites et donc cette image différente que l'on essaye peut-être de mettre en avant, quelque part je me coupe l'herbe sous le pied puisque je vais saper mes efforts de différenciation, à tout le moins esthétique ou visuelle ou en termes d'image. Mais donc Google My Business vous permet gratuitement d'avoir une belle visibilité. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le site... Enfin, la bonne nouvelle, non. La mauvaise nouvelle, c'est que le site est payant, bien évidemment. La bonne, c'est que Google My Business vous permet d'avoir une visibilité gratuite également. Les deux sont complémentaires, ce n'est pas l'un ou l'autre. Je vous invite vraiment à réfléchir aux deux, à les intégrer dans votre stratégie. Voilà, ça c'est, je veux dire, plutôt pour l'aspect site. Google My Business qu'on pourrait considérer comme un annuaire, à vous de voir. C'est vrai que les annuaires en ligne peuvent ou doivent faire partie de votre stratégie digitale. Un annuaire en ligne, en fonction de votre secteur d'activité, bien à vous de voir quels sont les annuaires qui sont efficaces, pertinents, gratuits ou payants, puisque les deux existent. À vous de voir si l'investissement vaut la peine, la réflexion est toujours la même. Mais donc, pensez à tous ces annuaires sur lesquels vous allez pouvoir être visible. Petite parenthèse, au-delà de ces annuaires, si vous avez des événements ou si votre activité est événementielle, pensez également aux agendas en ligne, agendas spécialisés ou non, qui vous permettent d'être repris en ligne. Et de nouveau, au plus vous allez avoir cette visibilité online, cette visibilité digitale, au meilleur sera votre référencement. Et donc, c'est évidemment
toujours intéressant d'être repris dans différents agendas. Agendas pour des particuliers, des agendas d'entreprise. Il existe pour les événements d'entreprise évidemment des agendas dédiés. Mais réfléchissez, listez ces agendas, comme ça vous pourrez vous y inscrire et y proposer vos événements par la suite. Les réseaux sociaux. Gros morceau s'il en est, j'en ai listé ici quelques-uns, il y en a bien d'autres bien évidemment. Ce n'est pas par paresse que je ne les ai pas tous listés, mais tout simplement parce que, et encore dans les réseaux ici, je ne vais pas tous les détailler, mais simplement il y a des réseaux sociaux qui sont plus prenants que d'autres, ou en tout cas plus pertinents que d'autres. Alors, la position sur les réseaux sociaux dépend bien évidemment du type d'activité que vous avez et de qui sont vos clients. Cette réflexion-là ne change pas. Je ne dois pas être sur tous les réseaux sociaux. Ça, c'est une première chose, je vais cibler. Alors, bien évidemment, au plus je suis présent sur des réseaux sociaux et au plus j'offre du contenu pertinent sur chacun de ces réseaux, au meilleure sera ma visibilité, au meilleure sera l'image que je vais renvoyer. Ça, c'est certain. Néanmoins, les réseaux sociaux nécessitent des compétences, nécessitent du temps, et souvent, tous ces réseaux ne font pas spécialement partie de votre cœur d'activité, de votre core business. Et donc, je vous invite à sélectionner l'un ou l'autre réseau social sur lequel vous êtes tout à fait à l'aise et où sont vos clients, et commencez par cela. Une fois que vous aurez communiqué, que vous serez à l'aise et qu'une certaine routine s'installera, peut-être sera-t-il temps d'envisager de nouveaux réseaux sociaux sur lesquels communiquer. Après, une autre possibilité reste évidemment de vous faire accompagner par des professionnels dont le métier est de mettre ce contenu pour vous sur les différents réseaux. Mais attention, personne ne parlera jamais aussi bien de votre activité ou de votre quotidien que vous. Donc ça, c'est peut-être la petite nuance. Néanmoins, vous pouvez réfléchir, si le temps vous souhaitez l'investir, si vous êtes convaincu par la puissance des réseaux sociaux, démultipliez les différents canaux. Pensez juste que sur un canal, si je n'ai pas un contenu suffisamment régulier, l'image que je vais renvoyer n'est pas bonne, parce qu'on va penser que je ne suis pas actif, que peut-être je ne suis plus là, et donc ce serait dommage. Et donc je vais m'assurer pour tous les réseaux sur lesquels je vais prendre une présence, d'avoir un contenu suffisamment régulier. Facebook et Instagram sont les plus gros acteurs, je vais dire, surtout dans le monde de la vente aux particuliers, du B2C, donc de m'adresser à des clients qui sont des particuliers. Clairement, Facebook et Instagram sont extrêmement puissants. Et je les traite ensemble, tout simplement puisque c'est le même groupe. Et donc, la mécanique publicitaire derrière va être assez similaire. Mais j'y reviens dans un instant. Je vous le disais, Facebook et Instagram sont évidemment très puissants. Instagram prend en taille, prend en puissance sur le marché belge, mais pas uniquement, sur les marchés étrangers également. La moyenne d'âge augmente bien évidemment sur ce type de réseau social parce que nous avons un aspect esthétique et plutôt intéressant. Instagram, c'est le réseau à privilégier, le premier réseau sur lequel être lorsque nous avons une activité visuelle. Que ce soit évidemment de l'alimentaire, que ce soit de la peinture, que ce soit du textile, des vêtements, de la mode. Toutes ces activités, évidemment, doivent se retrouver sur Instagram, ne fût-ce que pour la mise en avant de mon univers de vente, des produits que je vais pouvoir avoir, des nouvelles collections peut-être. Mais donc, on est vraiment sur l'aspect purement visuel. Facebook va être beaucoup plus large puisqu'il va permettre un type de communication, des formats de communication qui sont plus diversifiés. Plus d'utilisateurs sur Facebook, bien évidemment, que sur Instagram. Néanmoins, l'utilisation, l'implication de l'utilisateur est plus forte sur Instagram puisque je vais vraiment découvrir certaines choses visuellement et m'intéresser plus facilement que sur Facebook où cette activité est peut-être noyée à travers d'autres choses. Là où je vous disais qu'il y avait un point commun entre les deux, c'est sur la mécanique publicitaire, puisque l'outil de publicité payante, de sponsorisation de contenu sur Facebook et sur Instagram, c'est le même outil et cet outil est lié. C'est-à-dire que je peux, en étant uniquement présent sur Facebook, développer une campagne sponsorisée également sur Instagram. La force de ces outils publicitaires sont tout simplement la capacité de ciblage, puisque les critères de ciblage vont être extrêmement précis
et vont me permettre de toucher la clientèle que je souhaite vraiment toucher. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que d'un point de vue financier, c'est moi et moi seul qui vais déterminer le budget que je souhaite dépenser dans une campagne. C'est-à-dire que contrairement à d'autres formes peut-être plus figées, c'est moi qui vais décider de la durée, du budget et bien évidemment alors des critères de ciblage. Au moins je mets de budget, au moins je vais toucher de personnes, mais ça c'est quelque part tout à fait naturel, mais c'est vraiment moi qui vais pouvoir gérer, tester, développer plusieurs campagnes par exemple et avoir une certaine flexibilité, modularité dans mon approche publicitaire, en tout cas sur ces deux réseaux, à savoir Facebook et Instagram. Lorsque l'on est actif dans l'aspect plutôt, je vais dire B2B, donc plutôt avec des entreprises, et en fonction des secteurs, LinkedIn évidemment fait sens, puisque je vais y retrouver des chefs d'entreprise, je vais y retrouver des commerciaux dans beaucoup de secteurs, alors pas dans tous, puisque des secteurs comme la construction, le médical ou paramédical sont sous-représentés sur cette plateforme. Néanmoins, pour tout ce qui va être plutôt financier, commercial, manufacture, production, logistique, etc., je vais retrouver probablement une grande partie de mes clients sur LinkedIn, qui devient alors un outil en termes de communication, de production de contenu, de positionnement en termes d'image de marque personnelle, qui est assez intéressant. Ça devient un outil de prospection. Je vous le disais, je vais pouvoir toucher les personnes que j'identifie comme étant des futurs clients potentiels. Donc, on a une utilisation évidemment qui est différente, non seulement en fonction des cibles, mais même l'utilisation de l'outil va devoir être pensée différemment. Alors, j'ai listé Pinterest et YouTube qui sont des outils évidemment intéressant dans certains cas, mais on arrive sur quelque part un peu des exceptions. Néanmoins, par rapport à YouTube, je me permets juste une petite parenthèse, c'est l'aspect vidéo. Vous comprenez que je suis moi convaincu par la force de la vidéo dans la communication. YouTube est intéressant en termes de chaîne sur lesquelles je vais pouvoir stocker des vidéos que je souhaite montrer aux gens. Attention toujours au côté professionnel de la réalisation de la vidéo. Une vidéo comme celle-ci, je m'installe dans un studio, je m'installe avec un éclairage et j'utilise une caméra sur pied, un micro-cravate pour être sûr que la qualité, en tout cas en termes de forme, soit la meilleure possible. Je ne fais pas ça dans mon jardin en étant affalé sur mon transat ou avec mon téléphone juste devant mon visage. Donc la qualité de la vidéo, évidemment, va avoir un rôle. Pensez aussi que si vous créez du contenu vidéo et que vous le diffusez sur YouTube, ne manquez pas de le diffuser également sur les autres réseaux sociaux en ce qu'on appelle contenu natif, c'est-à-dire que vous allez mettre votre vidéo originale, votre fichier vidéo, sur les différentes plateformes parce que c'est ce qui vous offrira la meilleure visibilité sur chacune de ces plateformes. Bien évidemment, si vous intégrez une réflexion plus globale avec un site internet et vos différents réseaux sociaux, ne manquez pas de chaque réseau social de renvoyer vers votre site internet puisque ce flux de trafic, ce trafic sur votre site internet sera intéressant aussi pour un référencement dit naturel. Puisque un site qui est souvent visité par des personnes, des clients potentiels, eh bien, donne un signal de qualité de contenu au moteur de recherche. Alors, je vous disais par où commencer dans tous ces réseaux sociaux et dans toute cette digitalisation. Eh bien, c'est un petit peu ce que je vous expliquais. Je vous le disais, le site internet, de mon point de vue, est nécessaire, mais ayant en tout cas cette réflexion par rapport au site internet, réfléchissez à des annuaires type Google My Business, mais d'autres aussi, ou des agendas, et puis identifiez, peut-être vous recommencez 1 ou 2 réseaux sociaux maximum pour y développer du contenu. Une fois que vous serez à l'aise, et une fois que vous considérez que peut-être c'est pertinent, vous adapterez, vous pourrez élargir peut-être cette communication digitale. Mais faites-le vraiment par phase. À vouloir être partout en même temps, je vais perdre en qualité de contenu et je vais perdre en image de marque que je souhaite renvoyer à travers ces différents canaux, ces différentes plateformes. Alors, ceux-ci sont les réseaux, je veux dire, les plus grands, les plus connus. Il en existe bien d'autres, bien évidemment, même certains réseaux par secteur d'activité. Allez les découvrir. Vous êtes dans des secteurs d'activité que, bien évidemment, je ne connais pas et que vous connaissez certainement mieux que moi, de toute façon. Donc, réfléchissez à, tiens, regardez, renseignez-vous, n'existe-t-il pas des réseaux sociaux spécifiques à mon secteur d'activité? Alors, je vais prendre un exemple qui est peut-être un peu décalé, mais il existe des réseaux sociaux spécifiques pour
les propriétaires d'animaux, de chiens, de chats, qui sont vraiment fans de leurs animaux, puisqu'ils permettent de communiquer entre animaux, si vous le souhaitez, une espèce de Facebook pour nos amis les bêtes. Eh bien, bien évidemment, si je suis actif dans le soin animal ou dans l'alimentation animale, peut-être ai-je intérêt à me positionner sur des réseaux comme cela. Mais cela existe aussi dans l'aspect réseautage. Il existe des réseaux sociaux type LinkedIn, mais sous forme d'applications qui permettent de rencontrer peut-être d'autres entrepreneurs. Il existe des réseaux sociaux spécialisés dans certaines thématiques. Allez les découvrir, voyez s'ils sont pertinents pour vous ou non. Et en fonction, investissez, renseignez-vous, faites-vous accompagner encore une fois par des professionnels, mais sachez que tous les réseaux que j'ai présentés juste avant, si vous faites une petite recherche dans Google en mettant le nom du réseau social et en ajoutant business juste à côté par exemple, vous allez tomber sur les versions professionnelles de ces réseaux sociaux qui ne sont pas payantes pour autant, mais sur lesquelles vous allez retrouver des conseils, des outils en termes de statistiques pour découvrir qui sont vos suiveurs, vos fans, et ainsi peut-être aller plus loin dans la visibilité que vous pouvez avoir. La création de contenu est une chose, la publicité payante ou le positionnement payant sur ces réseaux-là, évidemment, permet d'élargir sa visibilité et peut-être également, par la même occasion, sa notoriété. Au-delà de ça, bien évidemment, je vous le disais, le digital est une chose, mais une communication peut-être hors ligne, peut-être plus visuelle, reste une partie importante d'un plan marketing lorsque l'on doit le réfléchir. Donc, réfléchir à tous les supports visuels que l'on va pouvoir utiliser en face à face, lors de rencontres, lors d'événements, peut-être de salons par exemple, et me dire, tiens, à quoi est-ce que je dois consacrer peut-être mon temps et mon argent en termes d'imprimer. Alors, les plus évidents qui apparaissent, évidemment, je vous le disais, carte de visite, des flyers à distribuer. On parle souvent de beach flag, hein, ces drapeaux de plage à la base, mais ces drapeaux que l'on peut retrouver devant certains commerces ou sur certains événements. On a aussi ces roll-ups, ces visuels que l'on déroule à côté de soi sur des salons, des foires par exemple. On peut avoir, je vous le disais, des objets publicitaires, un lettrage de véhicules, donc on peut avoir beaucoup de choses. Réfléchissez en termes de distribution de ces supports, parce que c'est là qu'est la clé en réalité du succès de ce genre de petits supports. Si je prends mes cartes de visite, une carte de visite est un support pour mes coordonnées, sur lesquelles je vais indiquer donc mes coordonnées et que je vais remettre de la main à la main aux personnes qui sont intéressées par la présentation que je leur aurais faite de mon activité. Donc plutôt dans des événements de réseautage ou dans du réseautage dit informel, puisque si vous allez à un souper d'anniversaire, à un mariage ou à quelque rassemblement que ce soit, ça peut même être un simple repas entre amis, on ne sait jamais qui va être en face de nous et nous sommes peut-être face à des clients potentiels et lorsque l'on va dire ce que l'on fait, puisque souvent une personne que l'on ne connaît pas, que l'on rencontre pour la première fois, c'est la question que l'on va lui poser. Tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, si ma réponse l'intéresse, je vais lui donner ma carte de visite. Une carte de visite ne se dépose pas en tas dans une salle d'attente, sur un comptoir, dans un magasin, etc. Ce n'est pas l'objectif de ce support-là. Néanmoins, ce sont des outils à avoir en permanence avec soi. Pensez simplement peut-être que vous n'allez pas avoir besoin de 500 cartes de visite lorsque vous allez démarrer. Réfléchissez en termes de volume de cartes dont vous avez réellement besoin pour ne pas vous retrouver avec des stocks dont vous devez vous débarrasser à un moment ou des caisses qui traînent quelque part dans votre bureau. Et donc, carte de visite pour transmettre, pour remettre les coordonnées à quelqu'un d'intéressé. Le Flyers, donc, qui permet d'avoir un visuel un petit peu plus grand, hein. Il y a le dépliant également qui permet encore plus d'informations, mais le Flyers est vraiment ce petit feuillet que l'on va pouvoir distribuer. Alors, bien évidemment, la distribution dans la rue est relativement peu efficace, vous vous en doutez. La distribution dans les boîtes aux lettres, sans s'acquitter d'une taxe communale ou sans passer par des services ad hoc de distribution, est normalement interdite. Donc, vous devez faire la démarche par rapport à cela. Et de nouveau, en termes d'efficacité, faites le constat vous-même dans votre propre boîte aux lettres. Les documents que vous allez récupérer, est-ce que vous les lisez, est-ce que vous les jetez ? Et puis, il y a le volume qui va être fait par rapport aux résultats. Rappelez-vous, ce concept de retour sur investissement, tiens, finalement, quel est le taux d'efficacité d'un outil comme celui-là?
Néanmoins, avoir un support à pouvoir remettre peut être utile. J'ai un commerce, si d'autres commerçants dans la rue ou dans le quartier sont disposés à distribuer en partenariat cette visibilité par rapport à leurs clients, cette visibilité pour moi, eh bien, j'ai tout intérêt à en bénéficier et je risque d'avoir des retours qui sont plus importants. Si j'ai des clients dits ambassadeurs qui sont prêts à remettre à leurs propres clients peut-être ce support ou à distribuer ce support autour d'eux, alors bien évidemment cela fait sens. N'essayez pas non plus de les déposer en tas à droite ou à gauche. Ils vont être généralement noyés à travers d'autres supports visuels, peut-être de concurrents ou d'entreprises qui n'ont rien à voir. Et encore une fois, l'image que cela va renvoyer de vous n'est pas optimale. Et généralement, ce genre d'initiative est assez peu efficace. Par contre, si vous êtes sur un événement et que les gens souhaitent plus d'informations, pouvoir leur remettre un petit fascicule ou un dépliant là qui reprendra plus d'informations, évidemment cela peut être intéressant. Si vous démarchez des clients, des prescripteurs, des personnes qui vont parler de vous à leurs clients ou des clients directement, vous avez un rendez-vous commercial, vous essayez de vendre bien évidemment, vous remettez ce dépliant à votre interlocuteur à la fin du rendez-vous, il va y retrouver vos coordonnées bien évidemment, mais plus d'informations par rapport à tous les sujets que vous aurez peut-être abordés, mais informations qui touchent vos services, peut-être votre tarification dans certains cas. Bref, je vais retravailler le contenu et je vais pouvoir en mettre plus. Un flyer ne permet pas de mettre beaucoup de contenu. Si vous en mettez trop, ce ne sera pas visuellement attirant et donc les gens ne regarderont même pas. Pensez évidemment à l'impact environnemental, l'impact écologique. Si je distribue un grand nombre de flyers qui volent tous à la poubelle, quelque part c'est un petit peu dommage d'un point de vue financier, d'un point de vue environnemental. Donc réfléchissez vraiment à bien cibler, à bien utiliser ce genre d'outils. Ces outils peuvent être efficaces s'ils sont utilisés intelligemment. Je vous parlais aussi de support publicitaire. On connaît tous évidemment le bic publicitaire, mais ça peut être beaucoup plus large que ça. On a beaucoup de gourdes aujourd'hui qui sont de cette manière, qui sont lettrées, hein, qui sont floquées, qui sont personnalisées, qui sont distribuées à des clients. Alors, généralement, ces supports publicitaires vont être utilisés plutôt pour de la fidélisation ou de faire de certains de mes clients des ambassadeurs, parfois pour un peu de prospection, mais rarement une distribution très large pour de la visibilité, sauf évidemment si je suis dans un marché qui me permet de toucher un grand nombre de cibles différentes. Il faut toutefois se poser quelques questions par rapport à ces objets publicitaires. La première, c'est est-ce que cela est utile à mon client? Est-ce qu'il en a besoin? Si c'est un énième gadget qui ne sert à rien et qui va terminer aussi dans un tiroir et n'en ressortira jamais, l'investissement n'en vaut pas le coup. Donc, utilité de l'objet. Qualité de l'objet. Parce que des bics qui ne fonctionnent pas ne renvoient pas une bonne image de l'entreprise qui me l'a donné. Et alors la dernière chose, est-ce que cela a un lien avec mon activité en tant qu'entrepreneur? Si je vous dis par exemple un magnète, un aimant pour un chauffagiste, vous allez me dire ça n'a aucun lien. Et pourtant, avoir ce genre d'outil à coller sur la chaudière peut être très efficace. Si je vous dis un bic pour un maçon, alors là, clairement, ça n'a par contre aucun lien, ça n'a aucune utilité. Une utilité, on a toujours besoin d'un bic, mais ça n'a pas ça ne permettra pas au client, lorsque le client va l'utiliser, il n'aura pas spécialement à l'esprit le maçon ou l'entrepreneur qui le lui aura distribué. Donc vraiment, il faut réfléchir en termes de qualité, en termes d'utilité et en termes de lien avec votre activité. Ça, c'est un petit peu les différentes choses. En termes d'affichage, parce qu'on peut aussi réfléchir en termes de visuel, des affiches. Il existe des plateformes qui permettent de louer ou de diffuser une affiche sur un panneau publicitaire, par exemple dans un centre-ville. Ces dispositifs sont intéressants. Néanmoins, l'aspect visuel, là, repose peut-être plus sur du neuromarketing. Néanmoins, la vue est le sens qui a la mémoire la plus courte. Et donc, si je vois une affiche publicitaire, lambda, j'aurais à peine détourné mon regard que je ne saurais déjà plus ce que j'ai vu. Pour contourner cela, il y a deux techniques. La répétition, mais ce qui veut dire des moyens plus importants, parce qu'il me faut des affiches à beaucoup d'endroits et que les gens voient régulièrement et pendant longtemps. Donc ça coûte évidemment très très cher. La deuxième, c'est d'interpeller. Donc l'humour, le côté un peu décalé ou parfois trash même, va interpeller. Néanmoins,
C'est extrêmement dangereux. Les entreprises qui s'essayent à la communication sur l'humour ou le côté un peu surprenant, décalé, interpellant, souvent se cassent les dents. Et donc l'image qu'ils essaient d'avoir, finalement, les dessert, et c'est finalement ce qu'on appelle les fameux bad buzz, ce marketing viral à l'envers, puisque c'est une mauvaise réputation qui se développe pour l'entreprise de manière générale. Il existe d'autres techniques pour interpeller les gens, des systèmes de lettrage au sol, etc., ou sur des supports un petit peu différents. Soyez attentifs, bien évidemment, à la légalité de ce genre de support. Néanmoins, cela peut être une réflexion à avoir. Dans cette idée visuelle, on va aussi réfléchir en termes de lettrage de véhicule. Le lettrage du véhicule peut être intéressant si, évidemment, mon véhicule se déplace régulièrement, n'est pas enfermé dans un garage. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir servir de support publicitaire à mon entreprise. Encore une fois, attention, quelques petites règles. Mon véhicule doit être propre, bien évidemment, c'est mon image. Je dois respecter les limitations de vitesse, ou en tout cas le code de la route, et je dois faire preuve d'un certain sens du civisme, et éviter, par exemple, d'exprimer tout mon mécontentement au conducteur tout autour de moi si j'oublie quelques secondes qu'il y a mon nom et mes coordonnées sur ma voiture. Donc, ça devient, quelque part, la bonne technique pour peut-être vous canaliser au volant, ou en tout cas, c'est peut-être à réfléchir pour les bons conducteurs ou les conducteurs responsables et sages, que vous êtes certainement, bien évidemment. Et donc, pensez que le lettrage de votre véhicule peut être un support publicitaire intéressant, je vous le dis, si vous tournez régulièrement dans votre zone, dans votre zone géographique, votre zone de chalandise, là, ou si vous êtes sur des événements, là évidemment, cela prend tout son sens. Et je vous invite à aller poser des questions. Les graphistes, les designers, généralement, pourront vous aiguiller sur ce genre d'outils, à quels sont les éléments auxquels il faut être attentif, ce que ça coûte, vers qui aller, qui peut imprimer, etc. Toutes ces questions-là, ils pourront y répondre assez facilement. Mais donc pensez-y et pensez évidemment à ce que ce soit visuellement attrayant et coloré, parce que c'est souvent cela qui va évidemment attirer le regard des gens. Toujours dans cette communication plutôt visuelle, la vitrine. Si vous avez un commerce, vous devez avoir une vitrine. Alors là, je ne m'adresse sans doute pas à vous tous, mais pour tous ceux qui vont avoir un lieu de vente physique, vous devez penser à la vitrine. Donc il y a tout cet aspect d'aménagement de vitrine, d'éclairage, de mouvement peut-être. Donc réfléchissez à comment vous allez quelque part interpeller, c'est un peu la même réflexion que l'affichage, comment allez-vous interpeller le passant pour votre vitrine pour qu'il ait envie de découvrir l'intérieur du magasin et peut-être venir plus en avant. Donc pour cet aspect de vitrine, là, ayez juste cette réflexion, pensez-y, allez creuser, allez vous renseigner, posez la question autour de vous, observez les vitrines de vos concurrents peut-être ou des autres commerçants dans la rue pour pouvoir vous en différencier, pouvoir apporter quelque chose de différent. Et encore une fois, découvrez tous les conseils et les trucs et astuces spécifiques aux commerçants. Vous pourrez en retrouver assez facilement. Et de nouveau, si vous avez besoin d'un contenu complémentaire ou peut-être de liens ou plus d'informations, n'hésitez pas. Encore une fois, j'insiste, vous aurez mes coordonnées à la fin de cette vidéo. Interpellez-moi et je me ferai un plaisir de vous donner accès peut-être à un contenu plus pointu, plus spécifique pour les commerçants. Donc, amis commerçants, amis futurs commerçants, n'oubliez pas la vitrine et interpellez-moi, je me ferai un plaisir de relayer toutes les informations. En termes de visuel, en termes de offline, de hors ligne, il n'y a pas tant que l'on peut encore ajouter. Et donc, quelque part, je vais pouvoir aborder ma dernière phase, à savoir l'aspect événementiel. Cet aspect événementiel va reprendre différentes sous-catégories, comme je vous le disais, mais l'aspect événementiel, première chose, je vais peut-être reprendre dans ce sens-là, le réseautage, le networking, quels sont les lieux où vous allez pouvoir aller rencontrer vos clients potentiels. Alors attention, le réseautage est un sport qui nécessite parfois beaucoup de temps. Le réseautage permet de créer un réseau, d'où le mot. Ce n'est pas spécialement un endroit où je vais aller vendre et signer des contrats. Aller dans des événements de réseautage, aller à la rencontre des gens, me permet de me constituer un réseau. Ce réseau, avec le temps, va pouvoir, d'une certaine manière, m'aider à développer mon entreprise, m'aider à développer ma notoriété. Alors, il existe des espaces de réseautage
formel mais relativement large et ouvert, des événements de réseautage, etc. Vous pouvez en trouver assez facilement en fonction de la région dans laquelle vous êtes et du type d'entreprise que vous visez. Et puis, il y a des clubs d'affaires, des entreprises qui, elles, sont vraiment pointues sur le nombre de membres. On va délimiter le nombre de membres, et là où il y a une inter-recommandation que l'on va avoir, c'est-à-dire que les autres membres vont m'aider dans ma prospection, vont aussi m'aider à me faire connaître. Donc, l'aspect réseautage, du réseautage peut-être plus large, et du réseautage via des clubs d'affaires, où je dois payer évidemment une cotisation, mais où je vais avoir une certaine prospection. Attention, le réseautage ne correspond pas à tous les types d'activités, tous les types de réseautage ne sont pas intéressants. Testez peut-être d'abord l'un ou l'autre, voyez si vous avez des retours, si vous êtes à l'aise avec ça. Et si vous sentez bien que vos clients ne sont pas dans ces lieux-là, eh bien, ne perdez ni votre temps ni votre argent à y aller et investissez-le dans d'autres actions qui seront plus efficaces, plus pertinentes et certainement prioritaires pour votre entreprise. Au-delà du réseautage, on va retrouver la participation à des événements, la participation à des événements tels que des salons, tels que des foires, ou participer à des événements, je vous le disais, comme pas des rassemblements, mais des initiatives globales, journée découverte entreprise, journée de l'artisan, journée ferme ouverte, etc., journée chantier ouvert, qui me permet de bénéficier d'une visibilité vers des clients potentiels organisés par d'autres, cette visibilité, mais qui, moi, va nécessiter évidemment ce contact direct avec mes clients et de pouvoir les convaincre. Alors, typiquement, les salons et les foires, je dois proposer une véritable expérience sur mon espace, souvent très limité, mais qui me permet de me démarquer de tous les autres stands, donc réfléchir à qu'est-ce que je vais pouvoir proposer, qui sont les visiteurs de ce genre de salon, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce que je peux leur proposer et comment est-ce que je peux les attirer à moi. Sur ce genre d'événement, quel qu'il soit, je dois vraiment réfléchir en termes d'offres par rapport aux visiteurs, aux participants, qui est comment est-ce que je vais les convaincre de venir à moi, comment est-ce que je vais les convaincre de faire appel à moi par la suite. Alors, une des techniques, et là on revient à cette idée d'image de marque personnelle, c'est de pouvoir animer un atelier, de pouvoir proposer peut-être d'être orateur, conférencier sur ce genre d'événement, parce que là je vais bénéficier de l'aura liée à l'événement, et je vais pouvoir mettre en avant, alors, pas mon activité, en tout cas pas directement, mais mettre en avant mon expertise que je vais offrir pendant 20 minutes, 1 heure peut-être aux participants à mon atelier, à ma conférence. Et si j'ai pu les convaincre et leur démontrer que j'étais crédible finalement ou expert dans mon domaine, ceux-ci viendront quelque part naturellement vers moi pour en savoir plus. Donc on est vraiment dans une démarche d'offrir de la valeur, du conseil, de l'information, du bénéfice à nos clients, à nos clients potentiels, plutôt que d'essayer de vendre à tout prix. Et c'est généralement plus efficace sur du moyen terme. Alors ça, c'est vraiment la participation à des événements, je vous le disais, que ce soit pour des particuliers, B2C, que ce soit pour des entreprises B2B, les salons, les foires fonctionnent. Alors tout ce qui va être journée de l'artisan, etc., bien évidemment, je vais plutôt toucher des particuliers, mais profitez-en, réfléchissez-y à pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, réseautage, participer à des événements existants, et ça peut être aussi événements existants, braderie et ce genre de choses lorsque l'on est commerçant. Et puis, bien évidemment, j'ai la création, l'organisation d'événements moi-même. C'est-à-dire que je suis entrepreneur, ou en tout cas je suis dans la construction ou l'aménagement extérieur ou intérieur. Je termine un chantier, la journée des chantiers ouverts n'est pas là, ce n'est pas grave, j'organise moi-même, en accord évidemment avec mon client, en partageant peut-être même, en offrant un certain accès à ce client, à des amis et autres, et je fais venir, moi, des prospects pour leur faire découvrir le chantier que je viens de réaliser. Cela pourrait être de la prospection. Il n'y a pas de conférence ou de salon organisé, j'invite moi-même des clients potentiels à se rassembler et pendant 1 heure, peut-être 1 heure et demie, 2 heures, je vais leur offrir du savoir, je vais leur offrir une information qui les intéresse et qui me permet de me faire connaître auprès d'eux, encore une fois, et de développer cette crédibilité. Ce sont des techniques que je connais, que j'ai même déjà utilisées et dont je peux mesurer l'efficacité et donc je ne peux que vous encourager à tester également. On peut très bien imaginer, s'il n'y a pas de salon, soi-même organiser un salon de son activité. Alors bien évidemment, là, ça demande vraiment un investissement beaucoup plus important, mais c'est tout à fait possible. Mais pensez en termes de fidélisation
ouvertures spéciales pour vos bons clients, à de la co-création avec eux, invitez vos clients à imaginer ensemble votre prochain produit, votre prochain service, et cela fonctionne aussi bien avec des particuliers qu'avec des entreprises. Croyez-moi, les entreprises sont ravies évidemment de designer avec vous une offre qui leur est dédiée, tout comme les particuliers sont toujours contents d'être impliqués et cela devient de véritables ambassadeurs par la suite. Donc, organiser soi-même un événement va prendre tout son sens, mais je dois toujours savoir pourquoi je le fais, de la visibilité, de la prospection, de la fidélisation, voire de la fidélisation de la prospection. Je pourrais très bien inviter mes bons clients pour un événement qui leur est dédié en disant je vous autorise, je vous propose de pouvoir inviter une personne avec vous, un accompagnant. Et bien forcément, cet accompagnant sera un prospect dans la majorité des cas. Et bien évidemment, des événements qui vont me permettre de développer mon image de marque personnelle. Alors, je peux tout imaginer, mais je peux prendre des exemples, souvent d'entreprises plus grandes, mais des plus petites peuvent le faire, mais en termes de visibilité, je vous invite à découvrir parfois des grandes entreprises ou de tout petits entrepreneurs qui ont su tirer leur épingle du jeu en réfléchissant, en faisant quelque chose d'original qui leur a permis d'avoir une visibilité, un événement, une visibilité dans la presse. Et donc, cette visibilité est intéressante. Ou ce boulanger qui a distribué des viennoiseries sur l'axe routier juste devant chez lui le jour de l'ouverture, il a gagné en visibilité. On peut considérer que c'est un événement qu'il a organisé lui-même. Attention, bien évidemment, aux autorisations communales et autres qu'il faut dans ce genre de cas, mais on peut vraiment découvrir ça. Si vous êtes artisan de bouche, tout ce qui va toucher à dégustation, c'est un événement que vous pouvez organiser vous-même en sortant de votre atelier aussi. Donc, l'événementiel permet vraiment beaucoup de choses, d'atteindre différents types d'objectifs, différents types de cibles, fonctionne dans la plupart des cas, quand c'est bien réfléchi bien évidemment, mais je vous invite à aller plus loin dans cette réflexion, à découvrir ce à quoi il faut penser. Et comme pour le reste, n'hésitez vraiment pas, je peux vous fournir un contenu supplémentaire dédié à cet aspect de marketing événementiel, mais c'est un sujet à part. Et je peux vous envoyer les ressources nécessaires pour que vous puissiez aller plus loin dans votre réflexion et peut-être même dans la planification, la définition concrète des actions que vous voulez pouvoir mettre en œuvre. Alors, maintenant c'est à vous de jouer. Vous voyez que j'ai repris mes 4 grands axes, la presse, l'aspect digital, l'aspect plutôt visuel, un peu offline et tout l'aspect événementiel. Eh bien, c'est à vous de mettre cela en musique. C'est pour ça que je vous convie, je vous demande, je vous propose de compléter ce tableau que vous avez commencé avec vos cibles, messages et les canaux. Eh bien, pour chaque canal, de définir quelles sont les tâches que vous allez devoir réaliser. Donc, votre plan marketing, c'est une action que vous voulez mettre en place, des tâches qui correspondent à cette action, les ressources qui sont nécessaires pour réaliser chacune de ces tâches, un délai nécessaire à la réalisation, une date d'échéance, une date butoir bien sûr, et puis les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et puis, bien évidemment, plus tard, quels sont les résultats que vous avez atteints, quelles sont les mesures que vous pourriez y appliquer, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc vraiment, vous avez tout ce canevas à pouvoir travailler. Comme promis, vous avez aussi mes coordonnées qui vous permettent de me contacter directement par email, par exemple, pour me demander un canevas peut-être plus précis ou des ressources qui compléteront cette vidéo d'un point de vue marketing événementiel, d'un point de vue personal branding ou d'un point de vue aménagement de vitrine ou de magasin, si vous êtes dans le cas. Comme vous le voyez, beaucoup de choses finalement pour un plan marketing. Maintenant, à vous de travailler dessus, à vous d'aller découvrir toutes les actions que vous pourriez imaginer. Et bien évidemment, je suis à votre disposition pour challenger toutes ces idées et peut-être vous aider à aller encore plus loin dans cette réflexion. Bon travail et encore une fois, belle aventure entrepreneuriale.